Bonjour Emma Hassan et Bonjour. merci d'être à nouveau sur le plateau de l'Humanité au Avec grand Parlement plaisir. européen de Strasbourg. Je rappelle encore une fois que vous êtes députée européenne du groupe La Gauche. Alors on va revenir en détail sur un certain nombre de points qui marquent l'actualité, mais j'allais dire ce qu'il y a de plus brûlant peut-être ici au Parlement européen en ce moment. On est mercredi 18 juin, il est 15 heures. Je le dis parce que tout a de l'importance aujourd'hui dans ce qu'on fait. Il y a eu un débat sur le génocide à Gaza. C'était la première fois qu'il y avait un débat au sein du Parlement européen, qui a été demandé par votre groupe et obtenu. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. On a eu l'impression qu'il y avait quand même au sein du Parlement un assez grand consensus, j'allais dire, de tous les groupes politiques, y compris les groupes de droite, à l'exception des groupes d'extrême droite. Oui. Pour dire qu'il fallait arrêter le génocide, d'abord dénoncer le génocide commis par Israël à Gaza, et qu'il fallait arrêter immédiatement. Comment vous interprétez, comment vous ressentez les choses ? Bon, alors j'ai eu l'occasion de le dire. Il y a certes un réveil, mais qui demeure tardif et qui n'est pas suivi non plus d'actions qui soient concrètes à la hauteur des enjeux. Mais on peut quand même effectivement se satisfaire du fait que la bataille que nous menons depuis maintenant plus d'un an sur ce sujet, c'est-à-dire depuis l'ordonnance en réalité de la CIJ, qui a reconnu un risque plausible de génocide, qui a demandé des mesures conservatoires à Israël, ne voyant pas arriver ces mesures conservatoires, de nombreux experts et observateurs internationaux en ont déduit qu'il y avait effectivement une volonté de destruction du groupe social palestinien qui est à Gaza, et donc par ce biais que des actes de génocide avaient été parfaitement documentés. Donc on peut effectivement se réjouir du fait que cette bataille que nous avons menée, qui est aussi une bataille effectivement de narratif, c'est-à-dire nommer les crimes, c'est un début. Avant de pouvoir demander des comptes aux responsables de ces crimes, il faut effectivement un préalable qui consiste à les nommer, à les qualifier. Donc je suis plutôt satisfaite que de nombreux députés, eurodéputés, s'alignent enfin, non pas sur une position qui est militante, mais sur des observations d'experts et d'observateurs internationaux des Nations Unies, en passant par les ONG internationales, ou même d'experts du génocide et de l'Holocauste, qui ont été plusieurs, effectivement, à dénoncer ce qui s'est passé à Gaza comme un génocide à part entière. C'est un petit retournement en tous les cas, on sent bien ça. Plusieurs fois, l'action que vous avez menée avec le Madeleine et la Flottille de la Liberté a été citée par des députés au sein, là, il y a quelques minutes, comme un élément aussi qui a déclenché. On va revenir, alors vous avez largement parlé depuis votre retour de ce qui s'est passé. On en avait nous-mêmes parlé d'ailleurs au moment où vous étiez, le 8 juin, où vous étiez en bateau, quelques heures avant de faire que le bateau soit raisonné, que vous fassiez arrêter, mettre en prison. On va y revenir peut-être juste sur un ou deux points, notamment dans la foulée de ce que vous venez de dire, sur le point du droit international, qui est toujours ce sur quoi on se base. Ça a été encore redit aussi de nombreuses fois au sein du Parlement. Quand est-ce que, en quoi le droit international n'a pas été respecté, on va le dire comme ça, dans la fin de l'opération, bien sûr, de la Flottille de la Liberté? Parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Oui, tout à fait. Effectivement, cette action elle a été méprisée par de nombreux observateurs, disons, médiatiques et politiques. Et donc, c'est effectivement extrêmement important de resituer ce qui est structurant dans cette action, c'est-à-dire effectivement le droit international. Et donc là, je me réfère pour les gens qui nous écoutent à l'appel qui a été formulé le lendemain de notre départ, donc le 2 juin, par 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, pas un ou deux, mais 10, qui ont formulé cet appel. Et j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent, je l'ai beaucoup cité, mais allez vraiment le consulter et le lire, il est disponible également en français. Et donc, ils ont rappelé deux éléments très importants. Le premier élément, c'est que la population de Gaza est en droit de recevoir de l'aide humanitaire par voie maritime, y compris dans un contexte d'occupation. Donc, tout ce qui a été convoqué parfois par des défenseurs du régime israélien, consistant à dire mais ces territoires et ces eaux sont contrôlés par Israël et les personnes qui vont n'ont pas le droit d'y aller, c'est faux. Deuxième élément, il y a certains de vos confrères dans certains médias qui ont pu nommer ces eaux territoriales comme étant des eaux israélienne, ce qui est parfaitement faux et ce qui a également été rappelé dans cet appel des 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont insisté sur le fait que ces eaux étaient palestiniennes et qu'elles étaient contrôlées illégalement dans le cadre du blocus imposé à Gaza par effectivement les autorités israéliennes. Et ensuite, il y a l'aspect du fait de notre interception.
où nous avons été interceptés en eau internationale, ce qui est effectivement une violation du droit international et qui, je veux le dire, ce n'est pas la première fois que les flottilles de la liberté sont interceptées dans son contexte. La dernière avait même été attaquée par drone en eau internationale près de Malte. Et voilà, et ça n'a toujours pas donné lieu à des condamnations qui soient fermes, suivies éventuellement de sanctions contre le régime israélien. Donc il est conforté, si vous voulez, dans cette position et il continue effectivement à perpétrer ces crimes et ces violations du droit international. Précisément, est-ce que vous allez, vous, entreprendre quelque chose au niveau du droit international contre Israël par rapport à tous ces points que vous venez d'énumérer là? Alors, du coup, juridiquement, celles et ceux qui peuvent entamer effectivement une procédure, c'est les acteurs de la flottille, donc la coalition en elle-même qui est à l'origine de cette action et de cette mission. Nous sommes de simples participants, si je puis le formuler comme ça. Donc c'est effectivement la flottille qui peut envisager, mais je crois savoir qu'ils ont d'ores et déjà, dans le passé, tenté effectivement de solliciter des mécanismes qui leur permettent d'obtenir à minima justice sur cet aspect-là, qui n'ont pas abouti parce que, encore une fois, le droit international, ce n'est pas simplement un droit qui est dicté, si vous voulez, simplement. Enfin, il faut qu'il soit respecté. Il faut qu'il y ait des acteurs qui soient mobilisés pour le faire respecter. Et ces acteurs sont effectivement en grande partie des acteurs étatiques. Et puis également, les ONG internationales et les citoyens que nous sommes, nous avons aussi notre part. Mais ce qui perpétue, si vous voulez, les violations du droit international par Israël, c'est essentiellement l'impunité de l'État d'Israël par les autres acteurs de la communauté internationale. Donc ça, il faut absolument insister là-dessus et c'est en ce sens que nous sommes allés chercher le soutien d'acteurs politiques durant cette mission. Et on y reviendra peut-être, mais le fait que nous avons été soutenus par plusieurs centaines de députés un peu partout à travers l'Europe. C'est ça, et vous parliez de l'ONU tout à l'heure, vous parliez d'organisations internationales. Dans votre action avec la flottille de liberté sur le Madeleine, est-ce que vous étiez en contact avec l'ONU, par exemple, tout simplement, j'allais dire? Est-ce que vous étiez en contact avec l'Union européenne? Vous êtes députée européenne. Oui. Et est-ce que vous étiez en contact aussi avec l'ONU, par exemple? Alors, pour l'ONU, nous étions en contact avec des rapporteurs spéciaux, effectivement, et en particulier Francesca Albanese, qui, effectivement, qu'on a même appelé au moment où nous avons été attaqués par drone, avant d'avoir l'interception par le commando israélien, et qui a été en relais, si vous voulez, de ce qu'on pouvait faire remonter en termes d'agissement des autorités israéliennes. Ensuite, s'agissant des autorités européennes, donc mon équipe en particulier, parce que moi j'étais effectivement dans des conditions où j'ai dû aussi gérer, si vous voulez, la question de la mobilisation. Donc c'est essentiellement mon équipe qui a été effectivement en lien avec la présidente du Parlement, mais pas seulement mon équipe, la présidente de groupe Manon Aubry, Mounir Satouri, le président donc, de la commission droits humains, puisque je suis coordinatrice au sein de cette commission. Donc effectivement, il y a une mobilisation, disons, du groupe The Left, de SND, également des Verts, autour de cette mission pour tenter au maximum de prévenir une éventuelle attaque des autorités israéliennes. Et je crois savoir effectivement que la présidente du Parlement a tenté de faire passer quelques messages aux autorités israéliennes pendant la traversée. Ce qui peut peut-être, alors on ne s'avance pas, mais ce qui peut peut-être expliquer en partie ce changement qu'on est en train de percevoir un petit peu quand même ici au sein du Parlement européen, ce changement de regard en tous les cas. Oui. On ne vous a pas laissé tomber en gros. Oui, tout à fait. Ça a été très précieux pour moi. Et puis il y a eu effectivement cette tribune qui a été de soutien à l'action de la flottille, qui rappelle également le cadre dans lequel cette action est menée, qui a été signée de plusieurs centaines effectivement de députés européens, mais également sur le plan national, partout en Europe. Et donc ce soutien a été très très précieux. Il a effectivement traversé différents partis politiques. Et je l'espère que cette tendance, cet élan en tout cas, va se poursuivre. On reparlera tout à l'heure des autres formes de mobilisation qui sont en cours. On essaiera de faire le point également là-dessus parce qu'on n'a pas toutes les informations non plus en temps réel. Peut-être qu'on peut revenir quand même en deux mots, puisqu'il en a aussi été question dans le débat qui a eu lieu au Parlement européen sur la situation actuelle à Gaza. Beaucoup de députés ont cité ce que tout le monde sait, le nombre de Palestiniens, plus de 50 morts.
mardi, dénoncé également 50 000, par... ouais. Ah, là récemment, oui, c'est même plusieurs. Même plusieurs voilà, qui ont été, cumulés, qui ont été tués alors qu'ils venaient sur le point sur les centres d'aide alimentaire. Ça a été dénoncé. On est dans cette situation qui est incroyable, invraisemblable aux yeux de ce qu'est la simple humanité à l'heure actuelle à Gaza. C'est-à-dire que, on ne peut pas dire que c'est pire depuis le début, mais là on est dans une situation extrêmement dure à l'heure actuelle contre les Palestiniens à Gaza. Exactement, et je crois que effectivement, à mesure que les destructions, les bombardements s'intensifient, que les déplacements aussi, il ne faut pas oublier, faut essayer de s'imaginer aussi l'état des Palestiniens, c'est-à-dire que l'épuisement dans lequel ils peuvent être aussi à force de déplacement, à force de terreur, à force de surveillance par des drones, à force de sommation, d'assassinats délibérés, d'un massacre. Effectivement, on est à une situation, sans parler de la famine, parce qu'on n'en a pas aussi parlé, mais elle est toujours effectivement, elle est toujours dénoncée par les observateurs, notamment internationaux et onusiens, donc elle est toujours d'actualité. Et c'était aussi le sens de notre mission, c'était de briser symboliquement ce blocus, en particulier dans ce contexte de famine, avec ce que nous pouvions charger au maximum à bord de ce petit bateau. Donc, effectivement, la situation ne s'améliore pas. C'est pour ça que il faut, sur quoi je voulais insister, c'est pour revenir au début de notre entretien, c'est qu'il ne faut surtout pas se satisfaire des discours et des prises de parole qu'on peut observer ici ou là. Ça a été le cas avec le président Emmanuel Macron, qui a pu avoir des mots, y compris parfois un peu durs, contre les autorités israéliennes ou le régime de Netanyahou. Mais il faut vraiment être très en alerte sur la nécessité d'avoir des politiques qui soient cohérentes avec les discours, et donc sur le plan européen comme sur le plan national, d'avancer sur le terrain des sanctions et en parallèle d'avancer sur les perspectives politiques pour les peuples palestiniens. Aujourd'hui, il faut vraiment comprendre cette chose très simple, c'est que les deux sont indissociables. Ceux qui veulent aller sur le terrain juste de la perspective politique, reconnaissance de l'État palestinien par exemple, sans accompagner ça de sanctions contre le régime israélien, ne feront pas avancer la cause. On l'a vu, il y a eu d'autres pays européens qui ont reconnu l'État de Palestine, y compris récemment. Ça ne suffit pas. 146 États reconnaissent l'État de Palestine, ça ne suffit pas à stopper le régime israélien. Et de la même manière que ceux qui dénoncent, si vous voulez, la dérive autoritaire du régime de Netanyahou, sans pour autant proposer des avancées significatives, notamment en matière politique pour le peuple palestinien, qui le réduisent. Je vais citer par exemple ici le PPE ou la droite, qui parfois réduit le peuple palestinien à une question humanitaire, qui disent la priorité et la seule chose qu'ils ont à proposer en réalité, c'est l'accès à l'aide humanitaire. Il faut absolument rester très exigeant sur ces deux aspects qui sont indissociables, la question des sanctions d'un côté et la question des perspectives politiques de l'autre, en plus de la gestion d'urgence en tant que telle, qui est effectivement humanitaire. Bien sûr. Alors, il y a un autre élément qui est intervenu il y a quelques jours, évidemment. On ne peut pas ne pas en parler au Moyen-Orient. C'est la guerre lancée par Israël contre l'Iran, dans la nuit du 13 juin, avec attaque nucléaire, puis attaque des cibles civiles, assassinat des hauts responsables militaires, etc. Quelles conséquences vous voyez, vous, aujourd'hui, est-ce que vous en voyez de cette guerre sur la situation à Gaza, en Cisjordanie, ou la manière d'évaluer ce qui se passe là-bas? Comment vous voyez ça? Bon, premièrement, je veux quand même dire qu'Israël est en train de faire tout ce que nous avons collectivement, pas qu'à gauche, alerté, tout ce sur quoi nous avons alerté au début de l'offensive israélienne à Gaza, c'est-à-dire la peur, effectivement, la crainte qu'il y ait une escalade régionale. Or, on observe qu'Israël a non seulement mené cette offensive génocidaire contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, poursuivi sa colonisation en Cisjordanie, mais qu'en plus elle a attaqué la Syrie, le Liban et l'Iran. Donc nous sommes effectivement aujourd'hui dans cette escalade régionale, et Israël a une posture effectivement qui est plutôt elle présente comme étant défensive ou préventive plutôt. En réalité, elle est plutôt offensive, plus que préventive. Donc il faut absolument travailler
à stopper ce régime israélien, pas seulement pour les Palestiniens, mais également pour l'équilibre régional. Je veux dire, ça suffit de... On a encore entendu Madame Kallas, la chef de la diplomatie européenne, sur la question iranienne comme sur la question palestinienne, commencer son propos par Israël a le droit de se défendre. Ouais, mais vous ça. l'avez très bien rappelé. Macron l'a dit. Oui, mais le problème, c'est que ça resitue, si vous voulez, ça tend à situer Israël comme une victime dans l'histoire qui subit des attaques qui seraient disproportionnées ou qui seraient menées en premier lieu. Or, on voit bien que ce qui s'est passé le 7 octobre, tous les experts vous disent que c'est injustifiable, mais par contre que c'est indissociable de la politique coloniale israélienne, que de la même manière, qu'à l'inverse, aujourd'hui, c'est Israël qui mène des attaques contre l'Iran, et sans qu'il y ait une volonté, notamment de la part de l'Occident ou de l'Union européenne, de tempérer. Et effectivement, je regrette que les représentants allemands félicitent Israël de faire le sale boulot. Le sale boulot. Et en même temps, Merz, la France qui se tient de manière quasi inconditionnelle derrière les exactions et les crimes qui sont commis par Israël. Et puis en même temps, je crois que le régime israélien a choisi aussi cet agenda pour effectivement déjouer la tension sur la bande de Gaza. Et ça a également été dit par de nombreux observateurs, c'est que ça permet effectivement de centrer cette attention sur une guerre entre l'Iran et Israël et de totalement occulter le génocide qui est en cours. Et je pense que le régime israélien use très bien, de cet agenda aussi avec l'Iran pour effectivement détourner l'attention effectivement qu'il y avait, l'attention internationale très importante qu'il y avait sur la question palestinienne. Bien sûr, bien sûr. On voit ça, vous venez de le dire, quoi. Oui. Et puis je veux aussi dénoncer, si vous voulez, parce que ça a été dit, alors le régime israélien a quand même beaucoup insisté sur le fait que derrière ces attaques, c'était aussi une volonté de changement des régimes. Donc on a parfaitement aujourd'hui écho du fait que les cibles en Iran ne sont pas que des cibles stratégiques nucléaires ou militaires, c'est également des cibles civiles. On a vu des chaînes de télé visées, on a vu des infrastructures délibérément ciblées. Il y a déjà plusieurs centaines de morts. Et derrière cela, Netanyahou ne s'en est pas caché. Il a dit que derrière cette guerre qui était menée contre l'Iran, sous prétexte effectivement de la question du nucléaire, il y avait une volonté de changer le régime. Mais il faut le dire, pour l'Iran, comme pour l'Irak, comme pour la Libye, on n'impose pas la démocratie à coups de bombe. Et ce changement de régime qui peut effectivement être nécessaire doit rester entre les mains du peuple iranien. Avec Trump qui, évidemment, est pour. Enfin, oui, mais c'est pas le seul. On a l'impression qu'il tergiverse, mais enfin, c'est clair, quoi. Mais c'est pas le seul. Si vous voulez, on est peu surpris, je pense. Mais c'est une grande puissance, quand même. Oui, effectivement. Mais si vous voulez, moi, je ne suis pas très surprise de la position de Trump. Je suis effarée de déclarations qui viennent de l'Union européenne, qui, encore une fois, se dit guider sa diplomatie, sa politique étrangère par la diplomatie, par le respect du droit international. Quand nous avons les autorités allemandes qui félicitent Israël de faire le sale boulot, c'est encourager, si vous voulez, ce procédé de guerre à des fins qui sont, encore une fois, très questionnables. Alors, pour faire avancer les choses de manière plus précise et plus concrète dans ce combat qui est long, forcément, qui l'est déjà et qui va l'être, quelles alliances nouer avec qui, j'allais dire, aujourd'hui? Comment vous voyez les choses? Sur la question palestinienne Sur la question palestinienne en général. Alors, je pense que au-delà des alliances, c'est qu'il y a un vrai pouvoir d'agir au sein. Alors, je reprends parce que sur les alliances, c'est pour notre groupe ou pour l'Union européenne? Pour votre groupe, pour vous, pour ceux qui combattaient. D'accord, parce que je pensais les alliances de l'Union européenne aussi à l'échelle internationale, parce que vous le savez très bien, mais moi je travaille effectivement au sein du Parlement, mais je suis aussi très au fait de ce qu'il y a comme autre initiative en dehors de ces institutions et de cette zone géographique. Je peux citer le groupe de la Haye, qui a été extrêmement précieux, qui a mobilisé une dizaine de pays dits du Sud sur cette question. Mais là, effectivement, dans l'immédiat, pour notre groupe, mais pas seulement, parce que, comme je vous l'ai dit, on a de plus en plus les groupes dits progressistes, que ce soit les Verts et SND, qui sont très, très demandeurs de sanctions contre Israël.
On peut citer, y compris chez les Verts, on peut citer Anna Newman, qui a demandé et répété qu'il était urgent de revoir et de suspendre l'accord d'association UE-Israël. Donc il y a vraiment des avancées sur ce consensus-là, sur le terrain des sanctions. Et effectivement, c'est la priorité des priorités. Un embargo sur les armes, c'est un plaidoyer qui est même formulé par les plus grandes ONG internationales depuis l'ordonnance de la CIJ. Et ensuite, il y a effectivement la suspension de l'accord d'association qui doit arriver le plus rapidement possible. Là encore, je reformule ce que je dis tout à l'heure, il ne faut pas se satisfaire des effets des annonces, il faut être extrêmement exigeant des actes et des actions politiques. Donc effectivement, on a une annonce qui a été faite sur la volonté de revoir, de réexaminer cet accord d'association. Il faut absolument qu'on reste déterminé pour obtenir sa suspension. Et ensuite, il y a effectivement toutes les collaborations avec le programme Horizon, dont certains de vos confrères ont documenté qu'il permettait de financer, qu'il pouvait être utilisé à des fins de soutien, de collaboration militaire avec Israël. Donc on a des terrains très très concrets sur lesquels on peut avancer. Et ces alliances, il faut maintenant aussi aller les chercher de plus en plus dans le bloc central, y compris à droite. Avec mon équipe, on fait une veille sur l'évolution justement des discours dans les différents partis, y compris député par député. Et donc on va vraiment faire tout cet effort d'aller chercher un à un, s'il faut, les députés pour pouvoir trouver des consensus qui nous permettent d'avancer. C'est assez net, même du côté des députés du PPE tout à l'heure qu'on a entendu, qui étaient pour la suspension de l'accord Israël. Ça a été dit vraiment pratiquement par tous les députés. Maintenant il faut des actes. Voilà, maintenant il faut des actes. Il faut mettre son nom, il faut accoler son nom à des... l'extrême droite, j'insiste sur l'extrême droite parce que c'était tellement flagrant aujourd'hui. Et grossier, oui. On voyait que, quoi, on n'entendait que. C'est-à-dire ce discours complètement génocidaire qui a été tenu par l'extrême droite, dont évidemment l'extrême droite française et ses groupes qui soutiennent à fond le Netanyahou et le génocide à Gaza. C'est les plus grands alliés aujourd'hui du régime israélien. Et c'est un mariage contre nature, puisque ce sont les partis qui sont historiquement antisémites, fascistes. Donc voilà, je crois que ça révèle aussi la nature du régime israélien tel qu'il est aujourd'hui et la dérive dans laquelle est la société israélienne aussi, parce qu'il faut quand même aussi être complet, si vous voulez, dans son analyse. Il n'est pas seulement question du régime. Quand vous avez des pourcentages très importants qui révèlent que la société israélienne, dans sa majorité, est favorable à l'offensive à Gaza, est favorable au déplacement de la population de Gaza, à la déportation même de la population gazaoui en dehors de cette bande de Gaza. Ça pose question sur ce qu'est la société coloniale en fait aujourd'hui israélienne et ce qu'elle a embrassé comme idéologie et donc ce qui permet aussi de nouer ces alliances avec des partis et des régimes d'extrême droite un peu partout à travers le monde. Juste encore une question, on en a parlé au début, de l'importance qu'avaient les mobilisations et les différentes formes de mobilisation. On voit que maintenant, il y a une gamme de mobilisations très, très différentes à travers le monde et dans des pays européens également, avec des succès de manifestations, rappelons-le quand même, qui ont été extraordinaires au cours des jours précédents, dans des grandes villes, à Bruxelles, à Paris, etc. Qu'est-ce qu'on dit aux militants? Qu'est-ce qu'il faut dire aux militants aujourd'hui? Parce qu'on sait que c'est difficile aussi pour les militants de tenir sur 2 ans maintenant bientôt, avec des hauts et des bas, et souvent plus de bas que de hauts. Qu'est-ce qu'il faut dire aux militants aujourd'hui? C'est d'autant plus dur, effectivement, dans un contexte de répression. Il ne faut pas oublier que pour beaucoup, cette lutte a un coût. Moi-même, même si je m'estime quand même très privilégiée de par la tribune que je peux avoir, mais les convocations pour apologie terrorisme, les intimidations, les vagues de harcèlement sur les réseaux, le fait d'être littéralement aussi diabolisé, boycotté dans les médias. Enfin, je veux dire, il y a quand même des figures militantes qu'on a vraiment essayé d'éteindre avec tous ces procédés. Et les gens qui nous écoutent en sont témoins. Donc ça les dissuade aussi parfois de dire ce qu'ils pensent et de militer comme ils aimeraient le faire. Donc le message que j'ai à leur faire passer, c'est surtout de s'en référer à d'autres références historiques de lutte de libération et de décolonisation qui ont pris des décennies. La lutte contre l'apartheid a pris des décennies, jusqu'aux dernières années avant l'adoption de la Convention de 73 sur l'apartheid. Les États européens, y compris la France, continuaient à armer même secrètement le régime d'apartheid. Donc il ne faut vraiment pas se fier à ce que font nos politiques, il faut se fier à ses convictions, il faut se fier
à ces vagues de mobilisation qui sont effectivement de plus en plus importantes. 150 000 à Paris récemment, 150 000 à La Haye, 100 000 à Bruxelles. Et c'est un mouvement qui est vraiment de solidarité, qui est global, qui est international. C'est ça qui doit nous nourrir, c'est ça qui doit nous tenir. Et chaque personne qui est conscientisée sur la question palestinienne a aussi une responsabilité d'en conscientiser d'autres et de mobiliser autour de soi ses amis, ses proches et de tenir bon jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats concrets. Donc un minimum à l'échelle européenne, comme je le disais, le terrain des sanctions qui doit être complet, embargo sur les armes, accords d'association, les programmes type Horizon, mais également les accords entre les universités, les partenariats, tous ces aspects-là doivent effectivement aboutir et en même temps avancer sur la perspective de libération, d'autodétermination du peuple palestinien qui est indispensable pour sauver cette cause politiquement. Merci beaucoup, Rima Merci Hassan. à vous infiniment. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci bon à courage et merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir.